Aujourd'hui, c'est le jour la journée internationale des droits humains. Alors, nous avons commémoré le droit humain à l'éducation. Alors, nous avons réuni tous nos membres, non seulement pour parler des droits humains et de l'éducation, mais aussi de parler aussi des expériences, tout ce que nous avons appris tout au long de l'année. Et c'est pourquoi je voulais remercier premièrement tous ceux qui sont ici dans cette réunion et Martella pour la campagne d'Argentine sur le droit à l'éducation. Alors, celle aussi du Brésil, William Telesmond du réseau IT. Il y a aussi Sariano qui représente GIC, qui elle est la coordinatrice de la campagne. Elle est aussi une mobilisatrice et la coordinatrice. Merci à tous les interprètes. Marianne Elsie. Alors, nous allons continuer à parler de nos expériences. Alors, je vais donner la parole à Martin Labrandt, qui va parler des expériences des Argentins et la campagne globale pour le droit à l'éducation. Alors, Martin, vous avez la parole. Bon, c'est un plaisir de vous rencontrer dans cet espace Zoom. Alors, je vois aussi ceux qui sont avec nous de MAP Organisation. Alors, j'aimerais rendre certaines questions officielles. Simultanément, nous devons parler de l'assemblée qui a eu lieu la semaine passée. Alors, nous avions une rencontre face à face. On n'appelle pas ça vraiment une assemblée, mais c'est comme une assemblée. Alors, j'aimerais vous annoncer quelque chose de nouveau, ou bien assumer que les devoirs en tant que secrétaire, les tâches en tant que secrétariat, entre les mains de Cécilia. Je pense que c'est son nom de famille. Or, Cécilia, elle se présente. Cécilia Di Giamandel. Elle fera partie du secrétariat, alors nous l'accueillons parce qu'elle fait partie de ce que nous faisons pour le processus de démocratisation de cet espace et le renforcement de ces espaces. Alors, merci beaucoup. Et plus tard, alors c'est très important de voir cela venir du Forum national. Alors, je vais aussi parler d'une autre réalité dans laquelle il y a un réseau où il y a des spécificités qui est le Brésil. Et pour moi, je donnerai la parole à André Sakira, mais il ne peut malheureusement pas avec nous. Et alors, je vais plutôt vous montrer une vidéo. Mon nom, c'est Andressa. Je suis de la campagne au Brésil. Je n'étais pas en mesure d'agir dans la réunion parce que j'aimerais dire que cette campagne, cette organisation a déjà atteint une certaine plateforme, un espace de plateforme dans le monde. Ici au Brésil, nous sommes en train d'établir les acteurs où ils sont en train de cartographier où les acteurs sont en train d'avoir leurs activités et nous essayons de voir où est-ce que d'autres acteurs peuvent collaborer avec nous. Et alors, ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu beaucoup de noms venir nous joindre et beaucoup d'intérêt
Alors, ce que nous avons vu dans notre organisation, notre coalition, c'est que nous avons vu l'engagement des jeunes ainsi que l'intérêt, les parties intéressées qui nous aident de manière à ce que nous ayons des formations dans des langages indigènes. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous rendons leur voix plus forte et évidente. Les enfants peuvent être aussi entendus et ils peuvent être aussi intéressés. Alors, nous aimerions dire que nous avons un grand honneur d'embarquer dans cette amélioration des droits à l'éducation au Brésil. Merci beaucoup de nous parler du Brésil. Je sais que les partenaires, les parties prenantes et la puissance des jeunes qui manquent de diversité, aussi la puissance de la transformation qui est aussi importante. Et cela fait aussi au travers des réseaux et de différentes campagnes pour l'éducation. Alors maintenant, je vais donner la parole à William qui va parler des expériences des Haïti. Alors William, vous avez la parole. Alors salut. Salut à tous. Pouvez-vous m'entendre? Je suis très content d'être à mesure d'intervenir et de participer à cette session, à cet événement. Pour l'anniversaire de ce GEC, alors du point de vue IT, ça a été un plaisir et une grande opportunité d'être membre du GCE et être membre de Claudia aussi. Je parle de ceci parce que l'éducation dans le Haïti, le pays, c'est quelque chose qui s'applique à toute la population et toutes les familles. Il y a aussi un problème et une volonté d'envoyer les enfants à l'école à tout niveau. En 2003, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de bâtir des GCE et le fait que nous sommes en train de défendre le droit à l'éducation a attiré notre attention à l'IT. Ça a attiré l'attention de plusieurs parties prenantes qui étaient déjà compromis d'une manière politique. Nous avons vu qu'il y avait des similarités, des similitudes, dans ce que nous faisions. Quelque chose qui nous dit que nous sommes dans un même bateau et dans une même bataille.
Et malgré la distance, nous avons commencé à collaborer et à participer à toutes les activités du GCE et aussi en train de participer avec la... Alors, l'éducation, le problème d'éducation ou bien les droits humains à l'éducation est très important parce que ça nous mobilise. En Haïti, et les relations avec les GC étaient une source de compromis et de soutien. On pouvait sentir que nous n'étions pas seuls en Haïti parce que les sujets avec lesquels nous traitons en Haïti et sont similaires aux sujets dont parle GCE. Alors nous sommes contre, nous avons l'éducation publique fédérale. Il y a beaucoup de parties prenantes qui sont contre les écoles publiques. C'est pourquoi nous avons mobilisé des ressources et nous avons découvert que le GCE devait nous soutenir de ce que nous puissions continuer avec notre programme des écoles publiques et progresser sur les langages indigènes et cette relation que nous avions eue avec ce réseau dans le passé nous a permis de progresser. Ça fait de là 23 ans ou 24 ans. Nous avons été l'une des organisations principales qui promeut l'éducation en tant que droits humains. Il y avait une grande demande pour l'éducation, mais le concept d'éducation en tant que droit et en tant que droits humains était quelque chose qui nous a permis d'établir notre relation avec les GCE. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à participer à plusieurs plateformes. Alors, nous avons eu la semaine globale pour l'éducation qui nous a permis de parler aux gens qui ne faisaient pas partie du mouvement ou de parler où nous étions permis de parler des sujets qui étaient très importants chaque année. Il y avait des sujets qui étaient importants à l'éducation et cela nous était vraiment important. Nous parlions des programmes spécifiques, des sujets spécifiques. Ce sont des sujets qui nous permettent de mobiliser les secteurs et les gens et les peuples. Et bien avant cela, nous avions commencé à présenter nos actions et développer les alliés. Nous avons fait plusieurs campagnes parce que le GCE ou les JCE était à la ligne, à la première ligne de groupe local d'éducation. Alors, c'est un événement qui GBE
a parlé et a aussi promu de manière à savoir un espace de dialogue, mais, mais le GCE a pris ceci et a adopté cela et a promu cela et a promu la création de ces espaces des locaux d'éducation en tant qu'espace de dialogue, espace de négociation, ainsi qu'en tant qu'espace pour promouvoir l'éducation en tant que droit humain. Alors au début, le GC a fait une étude sur comment ces groupes locaux d'éducation fonctionnent. Alors, ces documents étaient très valides pour nous, pour comment nous souffrons en Haïti, afin d'avoir plus de dialogue sur les questions liées à l'éducation. Et pour nous, la société civile, de commencer avec, afin qu'elle commence à collaborer avec nous, qui sommes la société civile. C'était aussi un instrument qui parle voir les expériences dans les différents countries et comment utiliser ces instruments et comment les défendre devant nos autorités et devant la société civile de manière à ce qu'ils voient que ces pays font certaines choses qui sont positives afin qu'ils les mettent en œuvre dans leur pays, dans notre pays. Alors pendant ce processus, nous avions des difficultés. Alors, nous aimerons promouvoir en Haïti des groupes locaux pour l'éducation. C'était, ce n'était pas facile pour nous, mais ce que nous avions fait avec CLADE et le GCE, c'était d'entrer en contact avec les organisations de tous les pays et de toutes les régions de la même campagne, de manière à ce que nous puissions dialoguer et parler de ces sujets. Nous pourrions pas parler avec ça, avec CLADE et GCE. Cela nous a aidés au travers de nos difficultés que nous avons rencontrées, de manière à ce que nous puissions établir les liens. Alors nous sommes arrivés à un point où nous avions des oppositions venant des organisations internationales et des agents des gouvernements, mais CLADE et GCE ont facilité nos discussions afin de consolider nos dialogues avec le GP, de manière à ce que nous soyons en mesure de discuter les pour et les contre. Alors, sans les GCE et les CLADE, cela n'aurait pas été possible de progresser tel que nous avons progressé et de se conformer avec les organisations en tant qu'organisation, en tant que pionnier d'organisation, en tant que pionnier de l'éducation. Alors, nous continuons à mobiliser les communautés ainsi que les sociétés locales afin de promouvoir l'intégration des perspectives du genre. Et tout ceci a été fait en collaboration avec CLADE et
avec le GC. Merci beaucoup pour la parole qui m'a été accordée. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette commémoration. Je vous remercie. Merci à vous. Et après avoir entendu William, Marcella et André, je suis un peu dans l'émotion parce que nous avons rencontré plusieurs barrières et notre souffrance est tellement grande venant de notre aura nationale. C'est très émotionnel de savoir comment est-ce que nous avons progressé. Alors, si nous étions seulement un programme national, un forum national, nous ne serions pas en mesure d'atteindre, d'accomplir ce que nous avions accompli. Si nous n'avions pas un réseau régional, si nous n'avions pas eu le support des GC, nous n'aurons pas évolué tel que nous avions évolué. Alors, nous avons parlé de trois réalités, trois langues, trois expériences afin de commémorer cet anniversaire qui est une date importante, non seulement pour nous, mais pour aussi l'éducation dans le monde. Maintenant, je vais donner la parole à Cecilia Soriano, parce qu'elle est la représentante de... J'ai pas bien suivi là-bas. Alors, elle peut parler de son expérience ainsi que les dialogues avec nous. Et j'aimerais vous féliciter pour cette construction conjointe que tu as fait parmi nous. Merci beaucoup d'être là parmi nous ce jour. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues. Je suis très fier de faire partie de cette rencontre sur Zoom. Et merci d'avoir Merci aussi, félicitations aussi pour la commémoration de cette journée internationale des droits à l'éducation. C'est vraiment important pour moi. Alors, nous parlons de nos droits et de notre futur en ce moment. Alors, ils ont dit qu'on ne parle pas seulement de droits à l'éducation, mais et tous les autres droits humains que nous commémorons aujourd'hui. Alors, je suis très content de partager la réflexion sur le plaidoyer de GCE pour les 25 ans passés. Alors, notre coordinateur global était supposé être avec nous, mais puisqu'il est en train d'atteindre le comité, la réunion du comité d'administration. Alors, permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions se basant sur ce que les collègues Marcella et Adressas ont partagé avec nous. Alors, premièrement, Marcella a parlé de syndémie qui signifie plusieurs pandémies. C'est un signal des défis, d'un contexte des défis qu'on a. Et nous avons aussi entendu parler de la continuité dans l'invention de nos stratégies et s'adapter aussi aux différents défis auxquels nous faisons face. Alors, juste il y a 2 jours, je faisais partie du forum sur le forum qui concerne l'éducation organisé par l'UNESCO. Alors, ça parlait de la crise climatique, ça parlait de l'intelligence artificielle, ça parlait des conflits dans le monde qui est en train d'escalader. Alors, nous avons aussi parlé du futur, comment nous avons besoin d'anticiper le futur et l'éducation doit continuer à réfléchir et imaginer
le rôle de l'éducation, étant donné les réalités complexes. Mais GCE reste dans sa croyance au quoi qu'étant le futur de l'éducation, nous devons être nous baser sur les droits humains à l'éducation de base. Alors, nous devons nous avoir des approches de l'éducation, quoi que nous parlions de l'intelligence artificielle, le changement climatique. Donc, la fondation reste la main, c'est le droit à l'éducation. Alors, le plaidoyer de GCE sur le droit à l'éducation, c'est étendu sur les différents secteurs. Alors, nous parlions de l'intelligence artificielle et l'intégration de la technologie numérique. Alors, quel est le rôle de l'intelligence artificielle en se rassurant que le droit à l'éducation soit garanti de manière à ce que personne ne soit délaissé dans cette réalité complexe. Alors, c'est cette question que nous avons posée dans le forum. Alors, il y a aussi un besoin d'aller dans une approche intersectorielle. Cela apparaît de plusieurs dynamiques ou syndémiques. De plus en plus, nous parlons des approches intersectorielles ainsi que les stratégies. Or, dans le temps, nous n'avions travaillé qu'avec le secteur éducationnel, mais maintenant, nous devons travailler ou augmenter, disons, le plaidoyer, la communication et le secteur de télécommunication. Nous devons aussi inclure les secteurs environnementaux où nous parlons de changement climatique. Parce que l'expertise entre l'éducation et en dehors de l'éducation doit être afin que nous soyons à mesure de réinventer ou de renforcer nos stratégies de manière à ce que le droit à l'éducation soit garanti pour tous. Alors, une autre observation que nous avons eue dans GCE, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation, de lois intergouvernementales. Quand nous avons commencé en 2000, il n'y avait seulement éducation pour tous. Et GCE était le seul mouvement global ou la formation globale qui parlait du droit à l'éducation. Alors maintenant, nous en voyons plusieurs acteurs globaux qui ne viennent pas seulement de la société civile, il vient aussi de secteur privé qui agissent aussi au niveau global. Il y a aussi des entreprises globales, des partenariats au niveau global. Il y a aussi des fondations. Nous avons Gordon Brown avec sa coalition globale pour l'éducation et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ceci signifie en termes du rôle de GCI? Alors, nous demeurons le seul mouvement de la société civile. Alors, c'est un mouvement avec lequel nous devons aussi nous rassurer que l'espace pour la société civile au niveau global et national et régional sont préservés pour nous, ou protégés. Parce que nous voyons de plus en plus dans différents espaces qui sont dominés par les secteurs privés. C'est aussi l'une des choses auxquelles nous faisons face et nous continuons toujours à challenger cela au niveau global et national. Alors, comment est-ce que nous vaincrons cela? Ce n'est pas assez d'être critique, mais nous devons aussi avoir des stratégies qui peuvent nous permettre avec des espaces, dans des espaces où nous pouvons être là en ce moment et dans le futur. Alors, au niveau national, aux 25e année de GCI,
Alors, plusieurs coalitions disaient que il y a des passes, ils perdent les passes dans leur pays. Alors, il y a beaucoup de gouvernements autoritaires dans leur pays et qui sont en train de les restreindre dans la participation, qui restreint la participation de la société civile. C'est une. Alors, William a parlé aussi des rôles de la coalition de la de l'éducation nationale. Alors, dans d'autres pays, nous avons vu que les groupes d'éducation locale ainsi que le secteur privé jouent un grand rôle. Alors, nous devons avoir des stratégies de manière à voir comment notre espace doit être renforcé sur le plan national, régional et global. Alors, nous avons vu comment les coalitions nationales travaillent avec les groupes coercitifs. Alors, nous avons aussi les revues des volontaires. Alors, l'éducation, le secteur éducationnel doit être prominent. Alors, nous devons aussi permettre à ce que. Alors, si le RGD n'est pas revu, nous sommes actifs dans le forum politique à essayer de mettre des stratégies telles que nous voyons par exemple la connexion de SDG. Alors pour cette année, nous devons considérer la connexion entre SDG 5 ainsi que FLP 2025 qui parle de l'égalité de genre, qui a aussi une forte connexion. Alors, il y a aussi le SDG 41 qui est 14 plutôt, qui est aussi connecté au changement climatique et de l'éducation. Alors, collègues, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons penser et notre solidarité doit être renforcée. Alors, le mouvement de la société civile pour l'éducation, nous savons qu'il y a aussi beaucoup de menaces, il y a aussi beaucoup de contextes émergents pour l'éducation. Alors, pour continuer à être important et soutenir le mouvement de la société civile à différents niveaux, nous devons renforcer notre plaidoyer collectif. Alors, pour l'Afrique, nous avons entendu, nous avons appris que nous devons nous focaliser sur les problèmes qui résonnent avec la vie de l'être humain. Alors, nous devons rester neutres car nous représentons la voix des peuples dans notre plaidoyer. Alors, nous avons aussi appris que nous devions aussi travailler sur les décisions des privés, le système éducationnel dans des décisions. Alors, nous ne devons pas aussi commercialiser l'éducation afin de ne pas être une barrière au droit à l'éducation. Alors, il y a cette réflexion sur le rôle de la coalition de l'éducation nationale et la coalition régionale et nos liens avec GCE est très important. Cela va nous permettre de réimaginer et de repenser et de de faire d'autres stratégies afin de permettre d'avoir un plaidoyer de la société civile dans le domaine de l'éducation. Alors, merci à GCI parce que GCI, c'est nous tous. Alors, merci de m'avoir invité et pour ce dialogue. Merci à vous et à vous. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, Cécilia. Merci, c'est nous tous, c'est nous. Bien, avant que nous allions vers notre groupe, je voulais souligner la présence de l'Argentine, le Brésil et l'Haïti et les représentants de Mexique, Guatemala, Colombie,
et l'organisation Martha, qui sont aussi présents avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous et nous sommes aussi tous en train de représenter de CLAT et le GCE. Maintenant, nous allons ouvrir la parole pour les questions et les réponses. Alors, si vous avez une petite intervention, quelque chose de très spécifique, si sentez-vous aussi libre de le faire. Et la question est comment atteindre le droit à l'éducation afin d'atteindre les gens, et spécialement les personnes vulnérables telles que les femmes et les indigènes. Et l'autre question était, quel est notre rôle en tant que société civile? Comment pouvons-nous renforcer afin de garantir les droits humains à l'éducation? C'est ouvert à l'audience et aussi aux panélistes. Je vais répondre à la deuxième question. Quoique ces deux questions sont un peu liées, comment pouvons-nous, de la perspective de la société civile, bâtir ou jouer le rôle de droits humains? Alors, la société civile n'a pas la responsabilité unique de garantir les droits à l'éducation. C'est l'État qui doit garantir le droit à l'éducation. Ce que nous faisons, c'est de faire partie de cette construction, mais d'une manière différente. Différentes choses à dire. Premièrement, c'est la société civile pour d'une éducation informelle. Nous avons des projets et au niveau des stratégies éducationnelles. Alors, beaucoup d'organisations ont mis en œuvre l'éducation formelle à l'école. Alors, nous avons mis en œuvre les méthodologies d'un point de vue critique populaire et d'autres points de vue de des méthodologies alternatives vont offrir des méthodes qui donnent par exemple des moyens d'apprendre afin de se conformer au droit à l'éducation. Ce n'est pas seulement travail à l'école, mais c'est aussi une condition nécessaire. Alors, nous avons aussi besoin d'autres. Alors, toutes les questions que, en tant qu'organisation, nous avons, c'est d'avoir une vue systématique afin de garantir le droit à l'éducation. Alors, c'est de rassurer que rien ne peut pas être garanti d'une manière isolée. Nous avons la sectionnalité et tous les droits ou les garanties ainsi que tous les droits à l'éducation. Cela est très important. Nous ne pouvons pas apprendre lorsque nous avons faim. Nous ne pouvons pas apprendre lorsque nous avons des urgences, alors qui sont causées par exemple, le climat ou la pauvreté. La société civile
a compris ceci très bien, alors nous savons comment le faire. Alors, je vais arrêter par ici parce que je crois que tous les autres collègues auront aussi, je vais dire merci beaucoup, Martella. Une autre question que j'ai vue dans le chat. Quel pourrait être le point focus pour faire face à la santé mentale et le bien-être des enseignants et des familles dans le cadre de l'éducation? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Que pouvons-nous offrir afin de parler de la santé et du bien-être des enfants et des familles dans le cadre de l'éducation ou des cadres de droit à l'éducation? Merci, Marthe. Je vais commencer par dire ceci. Je pense que notre perspective de la société civile, nous devons insister sur le fait que nos enseignants soient, premièrement, qu'ils sont d'abord des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas. Ils ne jouent pas seulement ce rôle. Nous nous identifions aux enseignants du point de vue de la formation que nous leur donnons. Alors, en termes du rôle qu'ils jouent, et nous ne serons pas à mesure malheureusement pas à mesure de contribuer à leur bien-être et l'amélioration de leur style de vie. Alors, le problème des professeurs n'est pas seulement un problème de salaire, mais c'est aussi un problème de salaire et aussi de la formation où nous pouvons avoir des instruments pour leur bien-être et leur santé mentale. Alors, pensez premièrement qu'il faut penser que savoir avoir en tête que les enseignants aussi souffrent de la précarité, ils sont aussi victimes des violences, ils ont aussi des problèmes domestiques, ils ont aussi une vie en dehors de l'école. Alors, si nous n'intégrons pas ces vies de l'extérieur vers l'intérieur du système éducationnel, alors nous ne sommes pas en mesure d'atteindre quelque chose. Alors, tout ce que nous faisons en ce qui concerne la santé mentale sera transsectionnel. Bien sûr, dans la société civile, dans la perspective de la société civile, nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons l'expérience sur les instruments et la méthodologie. C'est juste une question de compiler toutes ces expériences et les lier à l'éducation, parce qu'il y a des expériences qui sont basées sur ces paramètres tels que les enseignants sont des êtres humains et nous devons aussi prendre soin d'eux. Et c'est tout ce que j'avais de mon côté. Merci, merci Cécilia. Alors, j'aimerais partager l'expérience de la coalition quand ils avaient fait la recherche guidée sur la jeunesse en ce qui concerne la santé mentale. Alors, il y a
une stigmatisation sur la santé mentale qui n'est pas discutée dans les écoles au travers de l'éducation des professeurs. Alors, quand on parle de ça, on demande est-ce que vous êtes fou? Pourquoi est-ce que vous voulez parler de la santé mentale? Alors, la deuxième qui est dans la question est importante, ça parle des questions sur les familles, les enseignants et les élèves. C'est interconnecté. Alors, en ce qui concerne la recherche sur les jeunes, pendant la pandémie, tout était vraiment difficile. Les familles disaient qu'elles n'étaient pas assez à mesure d'avoir un salaire suffisant pour non seulement les permettre à leurs enfants d'étudier, mais de manger même tous les jours. Alors, les enseignants avaient peur d'aller à l'école parce que même les enfants, ils ont eu peur d'aller rentrer à l'école parce qu'ils se disaient qu'ils ont raté beaucoup. Alors, c'était un problème. C'est une communauté entière qui avait un problème en matière de la santé mentale. Alors, la recommandation était de promouvoir d'autres approches, même pas la thérapie, hein, parce que la thérapie est prévue par les professionnels de santé. Alors, les soutiens psychologiques, avoir des activités telles que avoir des conseils guidés, c'était des recommandations. Alors, il y a beaucoup d'approches qui peuvent être faites par les écoles, aux centres d'apprentissage et les centres de communauté. Alors, les gouvernements sont en train de considérer aussi les problèmes de santé mentale qui sont aussi l'une des choses qui fait partie importante au droit à l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous allons commencer avec le prochain bloc. Avant que Nelsie parle, nous allons mettre une chanson qui parle de la transformation. Parce que la transformation était notre sujet au niveau local, au niveau de CLADE. Nous sommes en train de souligner, de renforcer le plaidoyer sur l'éducation transformative. L'éducation transformative, il y a un chanteur en Amérique qui parle de ça, où lorsque tout est transformé, alors nous devons nous battre pour défendre la transformation que nous désirons des droits humains sur la perspective de l'éducation. Alors je vais demander à Maria de mettre cette chanson. Je serai très bref parce que Oui, Seigneur. je serai très bref parce que toutes les interventions que nous avons entendues ont été très inspirantes pour moi.
C'est une fois que nous sommes tous dans un même bateau et nous dirigeons vers une même destination et nous sommes très convaincus sur ce que nous faisons et nous sommes aussi flexibles alors nous devons aussi nous adapter, quoique cela ne doit pas adapter aux nouveaux défis. Mais si nous sommes convaincus de ce que nous faisons, nous réalisons qu'il y a 25 ans, la campagne CLAD et GCE au niveau et les qualifications nationales avaient la capacité de répondre au niveau défi qui est surprenant parce que nous répondons sans avoir à négocier là où ce n'est pas négociable. Alors c'est une clé, pas spécialement dans le monde où nous vivons. Et un moment historique dans lequel nous vivons. Toute chose peut être un produit vendable, achetable, mais en ce qui nous concerne, CLAD et la coalition nationale, nous disons non. Les droits ne sont pas négociables, pas les droits humains. Spécialement, les droits humains à l'éducation ne sont pas négociables. Alors, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est une grande leçon sur comment nous pouvons travailler et toutes les manières possibles avec ces questions qui ne sont pas négociables et afin d'avoir avec un but qui est celui de se conformer à nos objectifs. Et nous avons aussi des moments de joie. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, j'ai aussi voulu dire que deux autres choses. Martel a parlé de combien important c'est la façon dont nous traitons les uns les autres, la manière dont nous communiquons les uns les autres, comment nous faisons ces choses. Cela ne justifie pas les moyens. Nous devons faire les choses d'une bonne manière afin que nous soyons cohérents avec nos principes. Nous ne devons pas les faire d'une manière, ce n'est pas valide. C'est un principe qui est associé au dialogue et les campagnes au niveau de la région et des GCE, sans doute. Et finalement, j'aimerais dire au GCE, dire à nous tous, parce que nous sommes tous les GCE, mais nous demandons les Européens, les collègues africains que nous sommes tous les GCE, nous devons nous dire que notre monde et nos efforts globaux sont très utiles. Et cela ne doit pas être négligé au niveau local et régional. Pas tout, parce que tout n'est pas d'intérêt aux agences locales, mais c'est très important de savoir que dans ces 25 ans, les efforts n'ont pas été inutiles. Et ça nous a servi à renforcer nos campagnes régionales et ainsi que au niveau local et global. C'est indispensable. Alors, ce que nous faisons nous donne plus de succès, de réussite. Et maintenant, nous aimerions envoyer nos salutations à tous les membres de notre GCE et nous-mêmes, les secrétariats de GCE, ainsi que pour les directeurs pour les 25 ans et longue vie à notre organisation GCE. Merci beaucoup et toutes mes salutations à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cet événement et aussi merci à l'équipe qui a organisé cet événement. Merci aux interprètes. Merci aussi aux félicitations au GCE.